ministre danois des Affaires étrangères affirme que les relations avec l'administration Trump se sont améliorées depuis que Donald Trump a renoncé à sa menace d'envahir le Groenland et qu'il n'a pas mis à exécution son plan d'imposer des tarifs douaniers aux pays qui refuseraient d'appuyer ses ambitions sur l'île. Mais, selon le ministre danois, la crise est loin d'être terminée. Alors, pour mieux comprendre comment la rhétorique expansionniste de Donald Trump est perçue au Danemark, au Groenland, et ce que ça signifie pour le Canada, je reçois Jean-François Bélanger, professeur adjoint à l'Institut des opérations militaires de l'Académie royale de défense danoise. Monsieur Bélanger, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, ça fait plaisir. Alors, malgré le rétropédalage de Donald Trump, le chef de la diplomatie danoise s'est montré quelque peu rassurant, affirmant que la crise était loin d'être terminée. De votre point de vue, où en est-on exactement? Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que l'essence des négociations tourne autour de bases militaires où les Américains seraient souverains sous un principe qui est similaire aux bases britanniques à Cyprus, qui est Chypre, si je me souviens bien. Et c'est en ce moment où on en est sur ces négociations-là, à savoir le nombre de bases, que ce serait une, plusieurs, etc., et pas... on n'en est pas... c'est pas clair en ce moment. Il y a un groupe de travail de haut niveau qui a été mis sur pied. Il réunit les États-Unis, le Groenland et le Danemark, justement pour discuter des préoccupations américaines en matière de sécurité dans l'Arctique. Donald Trump a aussi dit vouloir une entente qui donnerait aux entreprises américaines un meilleur accès aux ressources minérales du Groenland et possiblement une forme de souveraineté sur certaines parties de l'île, dont peut-être ces bases militaires dont vous parliez. Qu'est-ce qu'on sait de comment le Danemark et le Groenland sont susceptibles de réagir à ces demandes? Ben, écoutez, c'est ce qui est un peu intéressant, et puis intéressant à connotation un peu négative ici de la crise en entier, parce que les relations entre le Danemark et les Américains et la relation Groenland, Danemark, américaine étaient pas nécessairement mauvaises à ce moment-là. Et puis, il y avait beaucoup d'ententes entre les deux pays qui datent des années 50, où les Américains avaient accès à l'île pour la défense de l'Amérique du Nord. Ils ont une base qui est déjà là. Dans les années 50-60, ils avaient le droit de baser des armes nucléaires sur cette base-là. Donc, c'est ce qui rend la chose un peu troublante au sens où on s'en est rendu là avec une entente qui, à l'origine, était déjà très bonne pour les Américains. Par contre, lorsqu'on regarde le document stratégique américain qu'on a eu en fin d'année dernière, on voit on a une reprogrammation un peu de la compréhension de la sécurité américaine où il rapporte la sécurité comme étant extrêmement importante dans l'hémisphère ouest. Donc, avec un désir de contrôle de ce qui se passe dans la région. Évidemment, toute cette affaire est vue comme un test majeur pour l'OTAN. Son secrétaire général, Mark Rutte, a un objectif clair, il semble, et ce serait d'empêcher Donald Trump de faire éclater l'alliance tout court. Mais en cherchant à ménager Trump, il semble quand même aussi irriter plusieurs alliés européens. La semaine dernière, il a déclaré au Parlement européen, et je vais le citer, « Si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne ou l'Europe dans son ensemble peut se défendre sans les États-Unis, continuez de rêver, vous ne le pouvez pas. » Ce sont des propos qui ont été vivement critiqués, notamment par le ministre français des Affaires étrangères, qui, lui, estime que les Européens peuvent et doivent même assurer leur propre sécurité. Est-ce que cet épisode du Groenland met au jour une fracture au sein de l'OTAN? Et si oui, à quel point est-elle sérieuse? Ben, c'est sûr que votre question a plusieurs niveaux, et c'est une question qui, je crois, est extrêmement importante. La fracture numéro 1 a été la menace d'utiliser la force sur un allié américain qui, en plus de tout ça, a perdu beaucoup de soldats au prorata de sa population en Afghanistan. Donc, fracture numéro 1. Fracture numéro 2 qu'on a à l'intérieur de ça, lorsque les Américains faisaient ces menaces-là, on avait certains pays qui, eux,
voyaient l'importance des Américains pour la protection de leur territoire, dont la Pologne, par exemple, dire des choses comme, oui, ben écoutez, c'est une dispute entre le Danemark et les Américains, ça ne nous regarde pas, ça ne regarde pas l'OTAN. Donc, fracture un peu numéro 2 qui met en lumière les divergences d'opinion à l'intérieur de l'Alliance sur l'importance américaine. Et puis, disons, fracture numéro 3, le secrétaire général a raison au sens où il y a clairement un désir d'avoir un pilier européen maintenant à l'intérieur de l'OTAN avec les circonstances qu'on se connaît en ce moment. Par contre, réarmer l'Europe, créer les chaînes d'approvisionnement pour être capable de développer ces capacités militaires-là de façon indigène en Europe, va prendre du temps. On va parler d'environ 5 à 10 ans. Le temps de rebâtir les armées pour certains pays, comme par exemple l'Allemagne, ça ne se fait malheureusement pas du jour au lendemain. Et ça, les dirigeants de ces pays-là le savent. Et c'est un peu pour ça que malgré qu'il y a un manque de... La confiance avec les États-Unis a quand même été éprouvée de façon significative, qu'on essaie à tout le moins en public la plupart du temps, d'être assez... lénian n'est pas le mot que je cherche ici, là, mais de mettre un peu d'eau dans son vin. Là. Mais par contre, il y a aussi une compréhension, et puis surtout venant de la France, qui pour eux ont toujours voulu avoir une force de défense indépendante. C'est certain qu'eux vont aller de l'avant avec le fait que l'Europe est certainement capable de se défendre. Mais puis c'est aussi très important au niveau de la dissuasion pour les pays européens face à l'adversaire qui est la Russie, d'être aussi capable de dire, écoutez, on n'est peut-être pas où on veut être, mais on est capable de se défendre. Le Canada, lui, occupe une position assez particulière au sein de l'Alliance, liée géographiquement aux États-Unis, mais clairement alignée sur l'Europe dans ce dossier. Comment est-ce que vous évaluez la position du Canada dans l'Alliance à ce moment-ci? Excellente question. En fait, surtout au niveau de l'Arctique, on voit un changement très important dans la politique canadienne. Et puis, c'est pas immédiat, ça s'est pas fait dans l'immédiat, ça fait quelques années, mais pour le Canada, la défense de l'Arctique a toujours été quelque chose qui passait dans une relation bilatérale, donc avec les États-Unis. Et c'est la raison pourquoi le gros de nos contributions militaires, par exemple, avec les Américains, venait de NORAD. Par contre, avec ce qu'on voit se développer en ce moment, le Canada change un peu son fusil d'épaule et passe vers une idée plus multilatérale maintenant quand vient l'Arctique. Qui est nouveau. Et puis, on le voit, l'ouverture du consulat à Nuuk, notre nouvelle politique dans l'Arctique, les investissements qu'on fait. Mais plus large, à votre question, on voit tout le moins avec les politiciens un désir de tenir nos promesses au niveau de la sécurité, parce que je crois qu'on se rend compte un peu du phénomène suivant où, historiquement, ça a été très difficile de vendre aux Canadiens l'idée d'investir de l'argent en défense parce qu'on était protégé par 3 océans, un qui était gelé, et puis un allié avec lequel on était intégré au sud. Mais avec l'environnement qu'on a en ce moment, ça change. Le Canada veut une posture un peu plus indépendante, mais le Canada aussi comprend que sa défense va venir d'une intégration avec l'Alliance, avec l'OTAN. Une intégration plus posée. Jean-François Bélanger, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un plaisir.